Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je commence une série de vidéos sur l'immense crise économique qui va bientôt nous tomber dessus. Comme je vais vous le montrer dans la présente série de vidéos, la crise en question est absolument inévitable étant donné qu'elle a une origine environnementale. Nous sommes tout simplement devenus beaucoup trop nombreux sur la planète pour les ressources disponibles. On n'arrête pas d'augmenter en nombre, la plupart de nos technologies sont dommageables pour l'environnement et notre consommation et notre pollution augmentent à un rythme exponentiel alors que les environnements naturels, eux, s'effondrent à une vitesse exponentielle. Les deux courbes divergent à une vitesse folle. Il s'agit d'un problème tout à fait fondamental, étant donné que ce sont les environnements naturels qui doivent absorber toute la pollution que nous produisons. C'est tout simple. On ignore comment fabriquer l'air, l'eau et la nourriture qui permettraient à une dizaine de personnes de vivre sur la station orbitale internationale ou à la surface de la Lune. Alors imaginez les 10 milliards d'êtres humains que nous serons supposément dans quelques décennies. D'ordinaire, les gens, et ça c'est même les gens les plus instruits, on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire exactement l'expression croissance exponentielle. Parce que vous êtes né là-dedans. Ça ne vous choque pas d'entendre dire qu'une compagnie double de taille à tous les 5 ans ou que telle ville du tiers-monde augmente de 5% par année. Eh bien, pour vous montrer à quel point une telle croissance exponentielle peut être folle, je vais vous donner l'exemple suivant. Si je vous demandais de prendre une feuille de papier, de la plier en 2, puis de la plier en 4, puis de la plier en 8, puis en 16 et en 32, ça vous prendrait probablement moins d'une minute pour réaliser ces 5 plis. Si par la suite je vous demandais de continuer jusqu'à 50 plis, le bon sens normal vous dirait que puisque ça vous a pris une minute pour faire 5 plis, ça devrait vous prendre une dizaine de minutes pour en faire 50. Eh bien non, vous n'arriveriez jamais à faire ces 50 plis, parce que quelle que soit l'épaisseur de papier que vous utiliseriez, l'épaisseur de papier correspondant à ces 50 plis serait de plusieurs fois la distance Terre-Lune. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est ça que ça veut véritablement dire une croissance exponentielle. C'est cette simple réalité mathématique qui m'amène à affirmer que la crise de décroissance que je vais maintenant vous décrire ne sera pas un scénario parmi tant d'autres pour l'avenir de l'humanité. Ce sera un événement certain et inévitable. Tous les scénarios crédibles pour l'avenir auront pour cadre un effondrement économique et démographique généralisé à l'ensemble de la planète, un effondrement qui va se continuer jusqu'à ce que la pollution produite diminue sous le seuil que pourront absorber les quelques environnements naturels que nous aurons laissés survivre. Cette crise est d'autant plus inévitable que les êtres humains continuent encore aujourd'hui à penser et à agir à la même vitesse que leurs ancêtres de la préhistoire, alors même qu'ils doivent faire face à une fantastique accélération de l'histoire. Cette accélération de l'histoire est causée par le fait que la planète est limitée et que les distances entre les villes, par exemple, ne varient jamais. Alors que notre croissance économique nous amène à consommer toujours de plus en plus d'énergie dans de moins en moins de temps. Partout sur la planète, les êtres humains voyagent de plus en plus vite, de plus en plus loin et de plus en plus souvent. Ça fait comme un boyau d'arrosage dont on boucherait l'extrémité. Ça gicle et ça accélère. De nos jours, tout va tellement vite que le monde qui nous est familier peut être complètement bouleversé au cours d'une seule de nos nuits de sommeil. Il suffit qu'il y ait un crash boursier en Asie ou une attaque nucléaire terroriste sur New York ou Tel Aviv. Notre lenteur à réagir est d'autant plus grande que nous ne possédons pas les technologies, les concepts et les théories qui nous permettraient de faire face à une crise de décroissance. On fait ça comment en effet pour faire diminuer une usine qui a 100 000 mètres carrés à 90 000 mètres la première année, 80 000 mètres l'année suivante, etc. On le sait tous, si on essaie de faire ça, l'entreprise va faire faillite. On ne sait pas le faire. Pour tous ceux qui douteraient encore du fait que nos environnements sont en décroissance exponentielle, je peux fournir certaines données qui proviennent d'organismes officiels et qui sont dans le domaine public, ce qui me permet de les utiliser. Par exemple, ici, on a le déclin des forêts dans le monde en 1994. Or, on sait que ça a été bien pire depuis. Ici, on a un graphique qui montre la réduction de la surface de glace dans l'Arctique en septembre de 1979 à 2007. Ça décroît continuellement.
Au niveau des glaciers terrestres, on a ici un graphique qui montre le changement moyen de l'épaisseur de ces glaciers-là. Et on voit que ça diminue depuis bien avant les années 60. Ici, on a un graphique qui montre l'effondrement des stocks de poissons sur les grands bancs de Terre-Neuve. Ça s'est complètement effondré en 1992 et ce n'est jamais revenu depuis. On sait que la situation est au moins aussi pire dans le reste de la planète, étant donné qu'en 2002, 69% des stocks mondiaux de poissons sauvages étaient en mauvais état. En passant, à la fin de la vidéo, je vous fournis une bibliographie Internet qui permet de tout vérifier ce que je dis. Quant à la croissance exponentielle de nos économies, on a ici un graphique qui montre les vrais taux de croissance des PIB nationaux en 2010. Comme on voit, ça croît presque partout. Ici, on a un graphique qui montre la consommation d'énergie mondiale au niveau historique et également les projections pour l'avenir. Or, là également, ça augmente rapidement partout et ça, c'est pour toutes les formes d'énergie. Ici, on a la croissance du commerce mondial de blé, de soja et de céréales secondaires sur la planète, encore en croissance. Et on a tous entendu parler de la croissance de la production des gaz à effet de serre. La croissance exponentielle de nos économies industrielles est particulièrement évidente dans un immense pays comme la Chine qui va bientôt compter 1,4 milliard d'habitants. On sait que de 1980 à 2012, la Chine a multiplié par 40 au moins sa consommation, et ça dans presque tous les domaines. Et ça tient compte de l'inflation. L'économie chinoise double en moyenne tous les 7 ans et parfois tous les 10 ans. Comme je le dis toujours, est-ce que la planète Terre, qui était déjà malade dans les années 70, va pouvoir supporter 80 Chines de 1980 dans 10 ans et 160 Chines de 1980 dans 20 ans? Tout ça dans un contexte où tous les pays du tiers-monde copient la Chine et sont entrés en croissance exponentielle, dont l'Inde qui a 1,2 milliard d'habitants. Le simple bon sens dit que le système va casser dans les toutes prochaines années. Quand j'explique ça aux gens, ce qu'ils me disent essentiellement, c'est qu'ils n'en veulent pas de cette crise-là et qu'eux, ils veulent continuer d'avoir une voiture, 2 maisons, 3 télévisions, etc. Moi, je veux bien être d'accord avec tout le monde, mais si on continue à détruire les environnements qui nous nourrissent, qu'est-ce qu'on va respirer, boire et manger au cours des prochaines décennies? Parce que ça ne sert absolument à rien d'espérer que les scientifiques vont régler nos problèmes. D'abord, ils sont pris par l'accélération de l'histoire, comme vous et moi. Et deuxièmement, il est très clair que nous avons désormais atteint des limites physiques. Je peux donner quelques chiffres pour le montrer. On sait par exemple qu'il y a sur la planète au moins 8,7 millions d'espèces. Or, une seule d'entre elles, la nôtre, accapare présentement 40% de la surface terrestre pour se nourrir. De son côté, le World Wildlife Fund a récemment déclaré que depuis 40 ans, la moitié des animaux sauvages de la planète avaient disparu. On parle des individus ici, pas des espèces. Le fait que l'humanité accapare l'essentiel de la planète pour ses propres besoins est parfaitement mis en évidence quand on regarde une photographie de nuit prise de la Terre par un satellite de la NASA. On voit des lumières partout et cette quantité de lumière-là a tendance à augmenter. Notons que ça nous a pris 10 000 ans de croissance pour en arriver à la situation actuelle, c'est-à-dire que notre croissance date du temps de l'invention de l'agriculture. Pendant des millénaires, la croissance humaine n'a pas posé beaucoup de problèmes, étant donné que le monde agricole fonctionnait comme la nature en fonction d'un cycle, c'est-à-dire que les déchets des agriculteurs, la paille, les excréments, les carcasses animales étaient retournés sur les terres qu'elles engraissaient et qui nourrissaient la population. Les cycles agricoles se mariaient très bien au cycle naturel. Tout ça a changé brutalement lors de la révolution industrielle du 18e et 19e siècle, où nos sociétés se sont mis à croître de façon exponentielle et linéaire, c'est-à-dire que nos sociétés polluaient pour aller chercher les matières premières, polluaient pour les transformer, polluaient pour les consommer et polluaient pour s'en débarrasser. Il n'y avait jamais un cycle qui était recréé. Quant aux déchets qui étaient produits en quantité sans cesse croissante,
Ils étaient simplement jetés dans les environnements qui devaient tout nettoyer tout seuls. Dès les débuts de la révolution industrielle qui s'est produite en Angleterre, un Anglais comme Thomas Robert Malthus s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait avec cette histoire de croissance industrielle. Dès 1798, Malthus a publié son fameux essai sur le principe de population, dans lequel il disait que l'humanité aurait tôt ou tard affaire avec une famine généralisée, étant donné que la production de nourriture avait tendance à augmenter sur un mode arithmétique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors que l'humanité, elle, avait tendance à doubler régulièrement, c'est-à-dire 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pendant longtemps, les faits ont semblé donner tort à Malthus, étant donné qu'il avait oublié de tenir compte de la créativité humaine, et surtout parce qu'il avait pensé à trop petite échelle, c'est-à-dire qu'il avait considéré uniquement la petite Angleterre qu'il avait sous les yeux. Il avait oublié qu'il restait une planète entière à consommer. Parce que c'est en créant des empires mondiaux dont ils traînaient les ressources vers eux, tout en y exportant leur surplus de population, que les Occidentaux du 19e siècle ont pu vivre un siècle de paix, de prospérité et de croissance entre 1815 et 1914. Évidemment, tout ça, ça ne pouvait pas durer, à cause de la révolution de l'information qui s'est produite au 19e et au 20e siècle. En effet, c'est en utilisant les télégraphes, les téléphones, la radio, la télévision et au cours des dernières décennies, l'Internet, que les peuples du tiers-monde ont pu apprendre tous les trucs des Occidentaux pour ensuite les retourner contre eux, notamment pour les chasser de leur patrie. Normalement, les peuples du tiers-monde auraient dû se lancer dans une croissance capitaliste de type exponentiel dès leur décolonisation. Mais là, un miracle s'est produit pour l'Occident capitaliste. Le communisme et son rejeton, le gauchisme, se sont répandus dans tous les pays du tiers-monde pour les inciter à prendre des mesures très efficaces pour retarder leur développement. Ça a donné un répit à l'Occident qui a pu continuer à drainer vers lui les ressources du monde entier et à créer chez lui la fantastique société de consommation qu'on a appelée le mode de vie américain. Évidemment, ça n'a pas duré non plus, parce que dès la fin des années 70, les peuples du tiers-monde ont compris leur erreur et se sont lancés à leur tour dans une croissance industrielle de type exponentiel. Bien avant ça, les dommages causés par notre croissance industrielle étaient devenus tellement évidents que pendant tout le 20e siècle, des penseurs comme Paul Valéry, Samuel Huntington ou Al Gore n'ont pas arrêté de lancer des cris d'alarme. Quant aux auteurs de science-fiction ou aux producteurs d'Hollywood, ils n'ont pas arrêté de noyer le marché avec des scénarios catastrophes concernant l'avenir de l'humanité. Dès 1972, le Club de Rome a publié son rapport qui avait pour titre « Halte à la croissance ». Par la suite, l'ONU, Greenpeace et en fait la quasi-totalité des scientifiques se sont mis à répéter sur toutes les tribunes que la planète était vraiment malade et que l'humanité fonçait vers un mur. Il est à peu près impossible de prévoir le moment exact où le système va casser, parce qu'il faut tenir compte de la créativité humaine qui pourra toujours trouver quelques moyens pour retarder l'effondrement, mais il faut également tenir compte de la psychologie qui joue un rôle très très grand dans un domaine, par exemple, comme le domaine boursier. Ceci étant dit, il y a certains indices très clairs qui semblent indiquer que la crise financière de 2007-2008 a été la première phase de l'effondrement dont je parle. D'abord, même en conjuguant leurs efforts, les gouvernements du monde entier et les banques centrales ont été incapables de relancer la croissance, même en jetant dans le système des milliers de milliards de dollars. Pour relancer l'économie et pour sauver des banques et des multinationales en faillite, nos gouvernants ont jeté dans la balance tout ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire l'argent qu'ils avaient et l'argent qu'ils n'avaient pas. Ils ont mis en danger l'avenir de nos enfants en créant d'immenses déficits budgétaires et des dettes monstres.
Ils ont même abaissé les taux d'intérêt à zéro et dans certains pays, les taux d'intérêt sont devenus négatifs. Si rien de tout ça n'a marché, c'est clairement pour des raisons tout à fait fondamentales que nos dirigeants n'arrivent pas à comprendre. Ils sont tellement désemparés qu'ils en sont réduits aujourd'hui à manipuler les statistiques officielles pour essayer de faire croire aux populations qu'ils gardent le contrôle de la situation. Dans le cas des États-Unis, par exemple, il est à peu près devenu impossible de savoir quelle est la véritable dette du pays, surtout si on tient compte de ce qui s'appelle en anglais les unfunded liabilities, c'est-à-dire toutes les dettes que le gouvernement américain s'est engagé à rembourser sans avoir les moyens de le faire. Le gouvernement américain lui-même admet qu'il s'agit de montants de 55 000 milliards de dollars, alors que certains économistes prétendent que c'est plus de 200 000 milliards de dollars. Quant à la Chine, les tripotages financiers ont amené la construction de plusieurs villes fantômes et il est également à peu près impossible de savoir si le nombre d'unités de logement qui ont été construites mais qui restent vacants sont de 10 millions d'unités ou de plus de 60 millions comme certains le prétendent. En Angola, un pays africain pétrolier mais pauvre, 1,5 million de logements ont été construits mais sont restés inoccupés parce que la population n'a pas d'argent pour les payer. À Dubaï, un pays de la péninsule arabique mais qui n'a pas de pétrole, les autorités ont fait construire toute une forêt de gratte-ciel mais sans avoir l'économie locale pour supporter tout ça. À force d'imprimer de l'argent un peu partout pour entretenir ce genre de développement économique, les gouvernements ont fini par créer une dette mondiale qui dépasse de plusieurs fois la valeur totale des biens et services produits sur la planète. Comme on l'a vu il y a quelques années avec l'Islande et comme on le voit aujourd'hui avec la Grèce et Porto Rico, très peu de pays vont être en mesure de payer des dettes pareilles. C'est probablement dans le domaine pétrolier qu'on a le meilleur indice que quelque chose est détraqué dans le système économique actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui bloque ordinairement le développement d'une espèce vivante ou d'une économie industrielle, c'est l'épuisement de la ressource la plus indispensable. Or, pour les économies industrielles, même si une foule de matières premières sont présentement en voie d'épuisement sur la planète, il reste que c'est le pétrole qui est la matière la plus importante, étant donné que depuis le début du 20e siècle, c'est le pétrole qui nous a fourni l'essentiel de l'énergie qui nous a permis de continuer notre croissance économique et démographique. Or, la majorité des experts s'entendent pour dire que nous avons déjà dépassé ou que nous allons bientôt passer ce qu'on appelle le pic de Huber, c'est-à-dire le moment où, quoi qu'on fasse, la production de pétrole va se mettre à diminuer sur la planète, alors que la consommation, elle, va continuer à augmenter, notamment à cause des besoins croissants de l'ancien tiers-monde. Comme la rareté croissante du pétrole va en faire monter le prix, les compagnies pétrolières actuelles ont décidé de profiter au maximum du fait qu'en 2015, le pétrole avait baissé de prix jusqu'à moins de 55 $. Pour en profiter au maximum, elles ont donc décidé de remplir jusqu'au bouchon tout ce qui pouvait contenir du pétrole sur la planète, c'est-à-dire les réserves stratégiques, les réserves des raffineries, les réservoirs des stations-service, les pipelines, les supertankers qui sont à l'ancre un peu partout, les trains, les camions, tout. Les dirigeants des compagnies pétrolières sont tellement sûrs de faire beaucoup d'argent avec ça que s'ils le pouvaient, ils mettraient du pétrole dans leur poche. Évidemment, compte tenu du fait que nos économies ont beaucoup de mal à redémarrer, il est très clair que le jour où le pétrole va monter à 100, 200 $ ou voire beaucoup plus le baril, ça va tuer toute possibilité de relance et ce qui fait que nos gouvernements vont faire comme d'habitude et essayer de relancer l'économie en jetant encore plus d'argent dedans. Autrement dit, ils vont faire encore plus de ce qui a créé notre problème financier depuis la crise de 2007-2008. Les gens disent, oui, mais à ce moment-là, les gouvernements, avec les dettes qu'ils ont, ils n'auront plus de munitions. C'est faux. Il va leur rester tout ce que vous possédez, c'est-à-dire vos économies, vos comptes de banque, vos fonds de pension, vos REER, la valeur de vos maisons, etc. C'est pas une blague, c'est la vérité pure. Comme je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo, nos gouvernements se sont déjà préparés à vous voler purement et simplement vos biens lors de la prochaine crise. Le pire dans tout ça, c'est que l'appauvrissement qu'ils vont vous imposer
va être probablement inutile, étant donné que, comme je l'ai dit, la crise est d'origine environnementale. Pour résumer tout ce que j'ai dit dans la présente vidéo, je vais vous montrer les deux graphiques suivants. En haut, j'ai mis le graphique de la pollution produite par l'humanité, et en bas, j'ai mis le graphique de l'absorption de la pollution par nos environnements. Les chiffres absolus n'ont pas d'importance, étant donné que j'ai montré qu'il y avait vraiment croissance exponentielle de nos économies et décroissance des environnements. Jusque passé pas mal l'année 1700, la croissance de la pollution humaine était relativement faible et les environnements arrivaient assez facilement à absorber tout ça. Tout a changé avec la croissance exponentielle qui a suivi la révolution industrielle, où là, notre pollution a augmenté à un rythme fou, ce qui a fait s'effondrer les environnements naturels. Et ça s'est poursuivi au moins jusqu'à 2007. En 2007, les gouvernements ont tout jeté dans la balance pour essayer de repartir l'économie sans beaucoup de succès. Les environnements, de leur côté, ont continué de s'effondrer parce qu'ils avaient beaucoup d'élan. Dans l'avenir, quand nos gouvernements vont avoir vraiment dépensé les dernières ressources disponibles, alors nous allons entrer dans une phase d'effondrement économique et démographique en zigzag. Ça va être en zigzag parce que l'histoire nous apprend que quand une crise aussi profonde se produit, ça déclenche toutes des séries de manifestations, des grèves, des problèmes sociaux, des guerres, des famines, etc. Cette décroissance en zigzag va se continuer jusqu'à ce qu'on ait passé sous le seuil de ce que les environnements naturels restants vont être capables d'absorber. Les environnements, eux, vont continuer de s'effondrer pendant un bout de temps, puis ils vont se stabiliser avant de remonter tranquillement. C'est à partir de ce moment-là que l'humanité va avoir trouvé son nouveau seuil économique et démographique soutenable. Nous allons reparler de tout ça dans les prochaines vidéos. Pour tous ceux qui seraient intéressés à connaître la théorie qui est à la base de toutes les vidéos que j'ai mises sur Internet, vous n'avez qu'à vous procurer le livre électronique que j'ai mis également sur Internet et qui s'intitule « Vivre dans un univers qui s'éteint ». Vous n'avez qu'à taper www.amazon.com, puis ensuite vous tapez dans la barre de recherche « Vivre dans un univers qui s'éteint ». Et ensuite on vous explique comment faire. Au revoir.